Cette crise du Covid inspire aussi les créateurs dans la littérature, au cinéma, au théâtre aussi. C'est le cas de cette pièce signée Christophe Barbier, le grand théâtre de l'épidémie. On écoute un extrait des répétitions. Mais peut-on éviter la maladie? Impossible, mon vieux. Tout homme au-dessus de 40 ans va y passer. C'est encore confidentiel, mais un arrêté va bientôt ordonner le confinement des malades. Tout contaminé sera interné dans un camp surveillé où il mourra lentement. Oui, mais sous surveillance médicale. Christophe Barbier, bonsoir. Bonsoir. Alors, pardon pour l'image, là, c'était les répétitions, hein, la qualité est meilleure. Oui, c'est de la captation technique, comme on dit. Mais je voulais passer cette image, cet extrait, parce qu'il n'est pas de moi. Il est d'un auteur qui s'appelle Karel Čapek, qui était tchèque et qui a écrit cela en 1937. Il nous raconte l'histoire d'un virus venu de Pékin et qui tue les plus de 50 ans. Il avait vu le coronavirus. Il y a beaucoup de textes étonnants, prémonitoires. Ça a été un festival pendant le confinement. Chacun a eu ses références, Camus, La Peste, etc. Vous qui avez étudié toute cette littérature, le texte, la comparaison la plus frappante, qu'est-ce que c'est? Alors le texte majeur, s'il faut en lire qu'un, c'est Jeu de massacre, une pièce d'Eugène Ionesco, qui a été créé le 11 septembre 1970, donc il y a exactement 50 ans, et qui nous dit tout de l'épidémie. C'est des petites scénettes, on voit le comportement des malades, la peur de l'autre, la jalousie, l'angoisse de la mort, on voit le comportement des médecins, l'arrogance et l'impuissance, on voit le comportement des politiques, et encore plus des fonctionnaires, des technocrates liés aux politiques. C'est la pièce à lire pour tout comprendre des rouages d'une épidémie. Est-ce qu'on a changé encore plus qu'on ne le croit dans nos rapports humains? On voit ce petit mouvement de recul qu'on a, on voit l'autre un peu plus comme un nid potentiel de virus. Oui, ça s'est aggravé, parce que comme on accorde encore plus de prix à notre vie, notre petite vie égoïste, que ne le faisaient nos anciens, eh bien, on est encore plus méfiant de l'autre et on est prêt à sacrifier l'économie, à sacrifier des générations entières pour ne pas porter atteinte à sa santé. On a mis la santé au-dessus de tout. Et donc, on a eu ces comportements parfois inquiétants dans cette épidémie, jusqu'à ne plus accompagner les mourants vers la mort, ni les morts vers leur sépulture. Quand on lit tous ces grands textes qui ont précédé, on se dit, mais alors, est-ce que ça évolue pour le meilleur ou pour le pire? D'abord, pour le meilleur, est-ce que ça arrive qu'une épidémie est amenée du mieux? Oui, regardez la peste de 1348. Elle tue un Européen sur 3. C'est une catastrophe. La France ne va retrouver qu'au XVIIe siècle son niveau démographique. C'est horrible. Mais comme il y a moins de gens, eh bien, les lopins de terre s'agrandissent, on se nourrit mieux, on est un peu plus riche et il y a un boom économique qui suit en Europe après cette épidémie. Donc, il ne faut pas souhaiter des épidémies pour qu'il y ait ça, mais vous voyez, voilà. Ensuite, il y a évidemment tous les progrès de la médecine. Vous savez, sur l'affiche, on a mis cette espèce de grand bec. C'est quoi ce bec? C'est un vrai bec que les médecins avaient inventé. Ils mettaient de l'herbe au bout du bec qui faisait brûler. Les vapeurs étaient censées désinfecter. Eh bien, on avait commencé à deviner qu'il fallait avoir un peu d'hygiène pour lutter contre les miasmes. Éloge des médecins, tout de même, tout à l'heure, le médecin qui était à votre place, on le titille un petit peu sur tel tweet, quand même, quel progrès depuis quand on dit c'était mieux avant, non? Oui, évidemment, énorme progrès pour soigner les gens. Mais d'abord, ils ne savent rien, comme nous, quand une épidémie nouvelle arrive. Leur ignorance, c'est d'ailleurs leur honnêteté, mais ils doivent le reconnaître. Et puis quand vous entendez en avril dernier Didier Raoult dire « je suis le meilleur », je suis un épidémiologiste reconnu dans le monde entier, vous trouvez les mêmes mots dans ce Ganarelle en 1660 dans Le Médecin volant. Donc vous voyez, cette fatuité-là, elle existe aussi chez les médecins, mais évidemment, ils ont fait des progrès, ils luttent de mieux en mieux contre les virus, mais il ne faut pas que les politiques demandent aux médecins de prendre des décisions à leur place. Le politique s'abrite derrière le médecin alors qu'il doit s'appuyer sur le médecin, c'est pas du tout pareil. Ce qui est frappant tout de même, c'est qu'hélas, ça tourne mal. Il y a beaucoup de cas dans l'histoire où les épidémies ont accéléré des dictatures, des systèmes d'ordre excessifs. C'est toujours un prétexte, l'épidémie, pour le bien des gens, un prétexte pour détruire les libertés. Vous n'avez plus le droit de sortir, vous n'avez plus le droit de manifester, plus le droit de vous réunir, plus le droit de parler. Et donc les pouvoirs mal intentionnés en profitent. Vous savez, le plus ancien texte, c'est Sophocle, c'est Édipe tyran. Il y a la peste à Thèbes, et donc il faut enquêter sur pourquoi la peste s'est abattue sur la ville. C'est comme ça qu'Édipe trouve qu'il a tué son père et couché avec sa mère. Mais quand Sophocle écrit cela, il pense à Athènes, qui subit une peste à l'époque. En fait, c'était une fièvre typhoïde. C'est la peste qui tue Périclès. Et c'est ce qui va amener la déréliction d'Athènes. Donc vous voyez, l'épidémie peut entraîner aussi la dictature. Le retour de l'autorité, un historien de 14-18 disait, c'est la première fois que la parole des chefs compte à ce point. Souvent les chefs en finissaient par un. Et puis là, tout à coup, chaque mot pèse lourd. Quand Olivier Véran, quand Emmanuel Macron annonce du confinement, chaque mot
pèse. Nous sommes en guerre, a dit le président de la République. Restez chez vous, a dit 3 jours après le ministre de l'Intérieur. Et ces mots ont pesé. Mais ils n'auraient pas pesé si chaque individu au fond de lui n'avait pas eu peur, n'avait pas eu la trouille pour sa petite vie. Quand on compare Madame Merkel, très scientifique, froide, un Trump qui, au contraire, mise beaucoup sur l'économie, visiblement plus encore que sur la santé, et puis Emmanuel Macron, discours de guerre, très étatiste, qu'est-ce que ça dit sur le génie français? Ça dit sur le génie français qu'il est un génie technocratique, colbertiste, c'est-à-dire que tout doit s'organiser par le haut. Parfois ça marche, et parfois ça ne marche pas, on le voit avec les tests. On a vu pendant la première vague que l'initiative locale était parfois plus efficace que la centralisation. Ça doit nous amener à repenser quand même notre organisation. Il n'y a pas d'organisation idéale. Et la démagogie lucrative de Trump en est un exemple. Tout comme d'ailleurs le populisme de Bolsonaro. Ces gens-là sont allés dans le mur. Mais notre propre modèle, frotté à l'épidémie, a montré ses limites. On en parlera dans un instant avec Geoffroy Roux de Bézieux, le point de vue des entreprises. Mais si je peux retrouver un instant l'éditorialiste à l'écharpe rouge, trop d'États, il y a trop d'États en France, révélés notamment par cette crise. Oui, il y a trop d'États parce que quand il y a trop d'États, il est trop lent et donc ses propres vertus se diluent et s'engluent. Il faut que l'État fasse plus confiance, donne moins d'ordre et plus de latitude. Mais aussi aux individus français qui aiment bien avoir trop d'États au-dessus d'eux, de s'emparer de leurs propres responsabilités. Merci Christophe Barbier. La plus belle réplique, allez-vous, qui êtes frotté de tous ces textes, qu'est-ce que c'est de mémoire? Oh, la plus belle réplique de mémoire, comment dire? Peut-être celle de Béranger à la fin de Rhinocéros, une autre pièce de Ionesco, où il dit que l'homme n'est pas laid et qu'il veut rester le dernier homme. Mais Diego aussi, dans l'état de siège, une pièce de Camus. Ma vie n'est rien. Ce qui compte, ce sont les raisons de ma vie. Je ne suis pas un chien. Nos raisons de vivre sont plus importantes que notre petite vie biologique. Fantastique. Vous n'êtes pas un chien et vous n'êtes pas cabotin, Christophe Barbier. On essaye. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et votre spectacle? Au Théâtre de Poche, Montparnasse, tous les soirs à 19h. Merci beaucoup.